tout le reste vient d'ailleurs. Et si jamais on avait un problème, des difficultés, on irait mourir de faim dans notre très belle capitale régionale. Je suis un peu chauvin. Alors, je remercie beaucoup donc, Caroline Brandt, ici, qui va se présenter tout à l'heure. Voilà, Sophie Louargan aussi, de l'UT. Et puis, nos habitants que j'ai invités, donc Nicole Brun, qui est productrice ici, agricultrice. Voilà, sur Venon. Voilà. Peut-être un petit mot de présentation. Ah oui, super. Flora coupée, ici, ouais. C'est super. Rémi Bollier, qui est aussi un enfant de Venon qui a grandi ici, à l'école, donc c'est ça qui est intéressant. Et aujourd'hui, avec un vrai projet, un double projet. Hein. Oui, du coup, l'idée, c'est de reprendre l'exploitation de mon père en novembre. Et du coup, polyculture élevage avec un peu de maraîchage, une petite production hors valeur ajoutée, comme on dit. Et voilà, dans un premier temps, en gardant une double activité en mairie. Voilà. Donc, très intéressé par le débat et les sujets de ce soir. Christophe Champetier, qui est un habitant de Venon aussi, qui a été moteur sur la mise en place des jardins partagés ici, membre fondateur et très actif dans l'association ici, qui gère ces jardins, et qui pour nous, pour la commune, a été on va dire aussi un bol d'air en disant est-ce qu'on est obligé de prendre toute surface de terre pour y construire un bâtiment? C'est toujours ce qu'on s'est posé comme question. Et l'association est arrivée avec un projet qui nous a beaucoup plu, voilà, et sur lequel il y a eu pas mal de choses de faites. Hein, mais je te laisse te présenter. Je crois que on a fondé l'association il y a 2 ans, c'est la 2e année. On a eu un peu moins de 10 adhérents, dont des adhésions familiales. Et on essaie de découvrir ce que c'est que faire pousser les fruits et légumes, et aussi le contact avec la terre et la biodiversité. Et je suis passé, avant de venir ici, avec Nicole Brun pour regarder le jardin partagé. Bien, je laisse la parole c'est Sophie qui démarre. Oui. On va faire un peu nos universitaires. Allez. C'est bon, ça marche? Oui. Parfait. Bon, merci, Monsieur le maire, pour cette invitation et donc cette présentation. Donc, on va rentrer dans l'histoire du débat et du café de ce soir. Et donc, c'est vrai que la mission Égalité femmes-hommes et lutte contre les discriminations de l'Université Grenoble-Alpes anime tous les mois ou tous les 2 mois des débats qui sont accessibles en présentiel, distanciel. Mais on va dire que depuis le Covid, on est beaucoup sur des e-cafés, des formules distancielles. C'est pour ça aussi que ce soir, c'est assez agréable, même si on est en petit comité, de reprendre aussi ces cafés de manière concrète et en présence. Et donc, c'est vrai que ce thème, il intéresse effectivement les questions aussi de l'égalité, parce que moi, on va avoir 2 regards complémentaires. Caroline se présentera, elle va plus parler de l'histoire de l'alimentaire. Et moi, j'ai un champ de travail et de recherche et de formation qui concerne l'égalité femmes-hommes. Et notamment, j'ai commencé par un doctorat sur les femmes agricultrices. Voilà, donc je dis bien les agricultrices. Et je travaille beaucoup sur la place des femmes dans les territoires, et notamment sur les rapports à la fois à la ville, à la construction des territoires, mais aussi dernièrement en ruralité. Je pourrais en reparler après, voilà, sur les femmes rurales. Donc, dans le cadre de ce soir et dans le cadre du projet notamment qui nous intéresse dans ce café, l'histoire sur les jardins partagés est pour moi un objet de recherche depuis 3 ans. On a travaillé justement sur la place des femmes, puisque plus de 70% des jardins partagés sont animés en Europe par des femmes, et c'est vrai que Venon est un contre-exemple intéressant à analyser, mais j'attends de voir, comme je le disais à Christophe. Voilà. Et donc, on a fait tout un travail aussi autour de ce programme de recherche qui s'appelle « Cultiver la ville, le bonheur des dames » depuis 3 ans, et également avec l'association La Petite Poussée qui est présente ce soir, avec des portraits de femmes que vous pouvez retrouver, je vous dirai où, sur des vidéos qui sont présentes dans les jardins. Et c'est aussi pourquoi j'ai proposé, en lien avec la mairie de Venon
Venon et le jardin, un travail sur ce thème-là pour les étudiants autour de projets tutorés depuis l'année dernière et qui s'est concrétisé avec plaisir avec la mairie de Venon, l'association des jardins et tout le travail avec le périscolaire. Donc, je les remercie d'avoir pris le temps d'accueillir nos étudiants qui se sont débrouillés, on va dire, pendant le Covid aussi, hein, de faire tout ce travail-là depuis l'année dernière, ce qui n'a pas été toujours simple. Donc, je remercie Caroline Brand qui se présentera, qui est une collègue de longue date, je n'ose dire, voilà, qui est géographe également et qui va nous parler maintenant, qui est voilà, enseignante-chercheur à Lyon, à l'ISARA, et qui va nous parler plus des rapports de l'alimentation à la ville. Et puis, les voies de Venon, je les avais indiquées, mais Marc Audon les a reprécisées. Donc, j'avais mis Nicole Brun, agricultrice, Rémi Beaulier, donc futur agriculteur, Christophe, donc jardinier. C'est un autre, c'est un agriculteur qui fait du lait bio. Du lait bio, bon, bah, qui n'est pas là. Sylvain et donc un autre Christophe, qui est le Christophe, oui, c'est Champagny. Champetier, j'avais ça avec stage, excusez-moi. Voilà. Donc voilà, donc j'avais reprécisé le travail sur le temps des pousses et puis cette citation de Voltaire qui nous est tous chère, hein, qui, voilà, Voltaire invitait déjà à jardiner et en fait il avait aussi écrit ses propos au moment du traité de la tolérance parce qu'on était dans une période de révolution et là où vous savez que la Révolution française a été aussi due à une question d'alimentation, hein, c'était la famine, hein, c'est ce qui a conduit aussi à la Révolution. Et cette citation, je sème un grain qui pourra produire un jour une moisson, c'est aussi quelque chose qui conduit nos liens à la fois voilà, de travail, de recherche et de formation sur les rapports à la société et à la nature, pour faire court. Voilà, donc je ne vais pas vous présenter tout le programme de recherche, tous les travaux, tous les résultats, mais quelques traits de lecture en fait, de ce travail de recherche qui permet d'éclairer la place des femmes dans les jardins. Alors, on regarde bien la place des hommes et des femmes, mais c'est vrai qu'on s'est concentré justement sur, moi je me concentre sur un aspect dans le rapport à la nature, dans les territoires et dans la production, qui est plutôt de l'ordre de la relation, c'est-à-dire voilà, qui s'occupe en fait de faire vivre les territoires au niveau alimentaire, au niveau nourricier, au niveau de l'organisation. Et donc du coup, ça renvoie, vous savez, à toutes ces théories hein, qu'on appelle maintenant du care, ça veut dire qui se soucie des autres, qui s'occupe des autres en fait dans la société. Et du coup, dans l'histoire des jardins, il y a tout un courant aussi de l'écologie et de l'approche des femmes qui travaillent justement sur ce qu'on appelle l'espace proche. Et le jardin fait partie de l'espace proche. Et du coup, voilà, comme je vous le disais, c'était de regarder aussi si finalement le jardin et les jardins partagés sont un lieu d'émancipation pour les femmes ou pas. Et est-ce que, du coup, ce qui se joue dans ces jardins favorise justement ce que nous, on appelle la reprise à l'espace dans la ville, dans les territoires des jardins. Donc, juste pour rappeler que dans les jardins, il y a plusieurs acceptations dans ce qu'on appelle les jardins collectifs. Il y a des jardins familiaux, des jardins d'insertion, des jardins thérapeutiques. Et qu'ici, comme c'est le cas à Venon, dans ce jardin qui s'est créé en hauteur, hein, mais c'est un jardin partagé. Donc, ça veut dire qu'ils partagent collectivement une parcelle. Et ces parcelles, elles sont soit mises à disposition par des municipalités, soit c'est vraiment des collectifs privés associatifs qui s'en saisissent. Et l'objet de ces jardins partagés, c'est de produire collectivement, créer des liens sociaux, produire la ressource, avoir des activités sociales, culturelles, éducatives, accessibles à tous les publics. Donc ça, c'est inscrit dans la loi, c'est la définition des jardins partagés au niveau juridique. Et donc, c'est vraiment, moi, cet objet-là que j'ai regardé. Alors, juste pour vous dire sur qui est présent dans les jardins, en termes de femmes et d'hommes, on a plutôt dans les jardins en ville. Alors, il faut savoir qu'ici, on est vraiment sur les métropoles. Hein. Je n'ai pas encore fait les jardins partagés dans les ruralités, mais il y a des projets à l'ISARA hein, sur ce sujet, voilà, sur lesquels on va évidemment échanger durant l'année et l'année prochaine. Du coup, sur les profils qu'on retrouve de ce qu'on appelle voilà, les femmes qui participent aux associations de jardins plutôt dans les centres urbains, alors à Grenoble, Rotterdam, mais aussi à Gennevilliers, on a pu faire le travail de recherche. On a à la fois évidemment le stéréotype voilà, de la femme bobo, cultivée, voilà, avec un fort pouvoir, on va dire,
culturels, financiers, et qui va s'intéresser à la question des jardins partagés pour des questions d'engagement sur l'écologie urbaine, sur l'alimentaire raisonné et sur l'inclusion sociale. Alors, on va dire que ce profil très hyper métropolitain, on le retrouve surtout à Rotterdam et à Grenoble, beaucoup moins à Gennevilliers, qui a une histoire sociale un peu différente et d'une diversité aussi à la fois culturelle et de catégories sociales qui sont différentes que sur la ville de Grenoble. On retrouve aussi, et donc là on est plutôt sur des profils 30-45 ans, on retrouve également un profil dans les jardins partagés, donc je pourrais vous dire aussi dans les témoignages de femmes qui sont aussi dans une forme d'instabilité face à l'emploi, qui sont dans la précarité. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, souvent les jardins sont aussi un lieu de mise à l'abri ou un lieu d'interface pour participer à la ville d'une autre manière, à la fois parce que ça leur permet de se nourrir, c'est-à-dire qu'il y a des personnes pour qui le jardin est important, partagé parce que ça leur permet de se nourrir dans l'année, et les périodes où il n'y a pas de la production, c'est un problème pour ces femmes-là. Et donc on a aussi des personnes, par exemple, dans les jardins, vous pouvez avoir des femmes qui participent à ces dynamiques collectives, qui ont subi des violences conjugales, des violences sexuelles, et qui du coup voient dans le jardin aussi un moment d'apaisement et de reprise à la vie dans ces espaces. Après, on a l'implication des retraités, et ça, c'est vrai que l'implication des retraités dans la participation à la vie des territoires est très importante. On sait bien qu'il y a plus de 55% des conseils municipaux aujourd'hui qui sont, sauf à Venons évidemment, qui sont représentés par des personnes de plus de 60 ans. Mais du coup, c'est vraiment une exception. Venons, il faut vraiment faire une étude de cas. Mais du coup, les retraités et les femmes retraitées participent activement à l'animation de ces jardins et à la vie de quartier. Alors, sur les hommes, on va retrouver toutes les tranches d'âge. Il y a aussi ces jardins militants. Ils sont très inscrits dans l'écologie. Mais on a moins d'inscriptions, en tout cas, sur les valeurs, on va dire, agroécologiques affirmées tout de suite. Eux, ce qui les intéresse, c'est effectivement faire le lien à l'écologie, avoir un endroit où ils peuvent jardiner, bricoler. On va retrouver des éléments assez classiques, hein, on va revenir dessus. Donc, il y a une affirmation militante pour certaines catégories, surtout à Grenoble et Rotterdam, avec du coup une professionnalisation aussi de ces jardiniers qui vont s'investir vraiment sur le jardin et sur la commune, sur ce sujet, voire à faire des formations pour venir pour s'occuper et animer le jardin. Après, on a plutôt des jardins intermittents. Alors là, on est plutôt dans des jardiniers plus amateurs et qui, eux, vont s'impliquer quand il y a besoin. Et là, on retrouve des choses assez classiques sur l'implication des hommes dans les jardins, c'est-à-dire qu'ils vont s'occuper des gros chantiers. Ils vont bricoler, ils vont moins faire la boîte à insectes et plutôt être dans le gros œuvre pour faire du compost, pour faire du gros bricolage, pour mettre en place la mare. Je dis ça au hasard. Voilà, donc on est dans ces applications-là. On retrouve également l'implication des retraités hommes, mais alors là, on est plutôt dans des pratiques plus solitaires et sur quelque chose… oui, il y a des fautes. Voilà. On est plutôt sur une pratique plus solitaire où effectivement les jardiniers retraités qui s'investissent dans les jardins, ils le voient plutôt comme avoir leur parcelle, leur activité. En général, ils ne se mêlent pas trop dans les solidarités collectives. Donc, on est dans déjà des différences hommes-femmes qui sont remarquées. Donc, juste pour vous faire voir, à Rotterdam, du coup, on a travaillé sur des jardins partagés qui s'inscrivent dans des insertions urbaines. On regarde à la fois le lien social qui est créé. À Rotterdam, il y a beaucoup d'échanges multiculturels, intergénérationnels, un très fort soutien de la municipalité. Donc, ça veut dire que toute la programmation des jardins partagés fait partie d'une politique urbaine planifiée, alimentaire. Et du coup, c'est à la fois sur des questions de ressources, des questions aussi de rénovation urbaine. Là, c'est l'ancienne gare en fait, de Rotterdam qui a été transformée en jardin partagé. Du coup, l'ancien quai, pendant le printemps, ça devient un grand lieu pour faire le pique-nique, pour faire le partage des récoltes, pour vendre aussi les productions ou ouvrir le jardin à tout à chacun qui habite à Rotterdam. Sur Gennevilliers, donc je vous disais plus de diversité sociale, beaucoup de femmes impliquées dans l'animation du jardin. On est plus dans le cas aussi de Venons aussi, où on a une mise à disposition d'un terrain par une association indépendante qui gère l'association.
c'est l'association, en tout cas, de jardins partagés où j'ai pu voir le plus de diversité d'origine, en tout cas ethnique, sociale, avec effectivement des femmes qui participent beaucoup à l'activité de ce jardin partagé, qu'on voit très peu dans l'espace public, et qui voient ce lieu aussi comme une interstice entre participer à leur manière à la ville sans pour autant avoir fait le pas d'être visible et de se rendre visible dans l'espace public. Voilà, donc Grenoble, bon, ben on est dans la métropole grenobloise, donc on va dire que tout est formidable à Grenoble puisqu'on est enregistré. On va dire qu'on est sur des jardins, militants partagés, alors effectivement avec un soutien municipal plus ou moins programmé, on va quand même le dire, hein, dans une politique urbaine, mais tu vas revenir dessus certainement, où effectivement les mises à disposition de parcellaires fonciers font partie voilà, aujourd'hui d'une politique de la métropole. Par contre, c'est vrai que la vie des jardins, celle qui fonctionne le mieux, et notamment celui de la Ponatière, fait partie aussi d'une histoire sociale habitante qui a commencé avant même que les municipalités et la municipalité et les politiques publiques s'intéressent à ce sujet-là, et c'est souvent le cas dans l'organisation des jardins. Alors, juste pour que Caroline quand même puisse parler, il y a quand même un effet très positif dans les jardins, c'est-à-dire que la plupart des personnes, que ce soit les hommes ou les femmes, parce que du coup l'enquête, hein, c'était à la fois géographique, mais aussi avec une collègue, Rebecca Shankland, qui a fait les enquêtes de psychologie. Donc, il faut savoir que les gens qui sont dans les jardins, c'est un moment, une bulle pour eux, ils sont dans un confort, ils sont plutôt heureux. Alors, ce n'est pas des pics d'émotion comme quand voilà, vous faites des grandes filles à ferrata ou autre, hein, je dis ça parce qu'on a quand même, il faut incarner voilà, l'activité sportive. Mais en tout cas, la plupart des personnes sont heureux quand ils sont dans les jardins, et donc ils ont une satisfaction très importante à pratiquer cette activité parce qu'à la fois, on est dans une bulle, parce qu'à la fois, c'est à proximité de son lieu de vie, c'est à 10 minutes en vélo, 5 minutes à pied, c'est assez simple d'y aller. Ça permet de parler avec des gens. C'est assez agréable. Alors, la différence homme-femme qu'on peut observer, c'est que les hommes, ils aiment bien pratiquer seuls leur activité. Et donc, c'est pas parce qu'ils sont seuls qu'ils sont pas contents. Ils sont très contents de faire leur activité, mais en général, ils veulent pas être embêtés. Tandis que les femmes, elles sont plutôt, dans toutes les observations qu'on a fait sur des journées entières, elles sont plutôt en collectif, elles jardinent plutôt ensemble et organisent les activités en commun dans leur organisation quotidienne. Donc, on retrouve des choses assez classiques aussi sur les organisations hommes-femmes dans les territoires. Voilà. La plupart sont très attachés évidemment à la question de l'écologie. Voilà. Donc après, on a travaillé aussi sur les activités. Et donc, effectivement, le fait de se vider la tête, je ne pensais à rien, j'étais concentrée sur mon travail. Je suis bien parce que je touche la terre, je sens l'herbe. Voilà. Donc, on est aussi dans ce rapport à la nature qui est réinventé. Et là, en particulier, c'était sur c'est sur Grenoble, donc c'est sur le quartier de la Villeneuve à Échirolles, où on est sur la question aussi d'accéder à un espace de nature, hein, partagé, de culture, dans des espaces hyper urbains où on n'a pas accès, comme sur des communes plus résidentielles, à un jardin privatif. Voilà, donc ce qu'on peut voir également, c'est la question de la reconnaissance. C'est la plupart de ces collectifs associatifs, hommes ou femmes, hein, sont quand même très contents d'avoir monté tous ces projets de jardins partagés. Alors souvent, il y a les mêmes problématiques qui arrivent de gestion, de savoir qui va s'occuper, comment on va partager les ressources. Et c'est vrai qu'au départ, s'il y a des collectifs de 20 personnes, à la fin, c'est surtout un noyau d'une dizaine de personnes qui fait vivre ces jardins. Et donc, je peux vous inviter à regarder les témoignages en fait, donc faits avec l'association La Petite Poussée, où on a à la fois Léna qui est voilà, qui s'occupe de l'association La Ponatière à Grenoble, où on est plutôt dans le premier profil, hein, de la militance, et donc qui est salariée, hein, de l'association. Il y a le témoignage de Marie-Claude qui est retraitée, voilà, et vous pouvez écouter aussi le témoignage de Karine qui est en audio, et évidemment ce n'est pas son prénom. Il est qu'en audio parce qu'effectivement, ça fait partie des femmes qui ont été victimes de violences conjugales et qui, grâce au jardin, sont sorties de leur… bon, voilà, ça a un effet thérapeutique, en fait, le jardin partagé. Voilà, donc je voulais vous donner quelques éléments, mais on verra ça après sur le patron. Et donc, évidemment, j'ai plein d'autres choses à vous dire sur l'histoire des jardins, parce que je n'avais pas fait mon petit topo introductif, mais juste pour rappeler aussi que dans cette histoire des jardins, hein, c'est aussi voilà, une évolution
de la société sur la question de la place de l'alimentaire, comme ça te fera ta transition, où effectivement on retrouve de la technique, de la production, de l'éducation. Et c'est vrai que dans l'histoire aujourd'hui des territoires, c'est beaucoup évoqué sous l'angle de nos responsabilités, de nos rapports à l'environnement, de l'impact que ça a dans l'économie sociale et solidaire qui sont un vrai enjeu. Et effectivement, notamment, voilà, on sait qu'une SCOP sur 4 sont dirigées par des femmes et donc on sait qu'elles participent activement à l'activité de l'économie sociale et solidaire. Et que donc, dans nos histoires de jardins, on est passé aussi dans une évolution de jardins très imaginés, très symboliques, à des histoires de jardins, alors qui, dès le Moyen-Âge, sont devenus des jardins nourriciers, des jardins médicinaux. C'est aussi des jardins où on a commencé à semer, à s'organiser, à clôturer aussi. Voilà, il y a toute une organisation des jardins. C'était les jardins aussi, on se protégeait pour des histoires d'amour, parce que c'était là, voilà, où on semait différentes choses. Et donc, effectivement, cette histoire des jardins qui renvoie à notre histoire culturelle, ça a été aussi l'objet, voilà, comme dans le traité d'Olivier de Serres, et donc c'est pour faire un clin d'œil aux Ardéchois, je ne pouvais pas l'oublier, et au théâtre de l'agriculture, où effectivement le jardin est devenu, dès le XVIe et le XVIIe siècle, un lieu de l'agronomie, et donc un lieu qui se cultive, qui est planifié, qui est organisé. Et en ce sens, on est venu aussi sur quelque chose de l'ordre de la culture et de la technicisation de la culture dans les jardins. Voilà, je fais la transition sur l'agronomie et l'alimentaire. Voilà. Merci. Est-ce que peut-être je peux Oui, on poser peut faire une ou deux des... questions, vas-y. ça m'intéresse. Est-ce que, Christophe, par rapport à cette présentation, est-ce que tu reconnais un petit peu les profils ou l'engagement aussi survenant sur les jardins partagés? Oui, tout à fait. Donc, un profil qu'on n'a pas, c'est la réinsertion sociale. Ouais. Enfin, c'est pas des jardins d'insertion, mais voilà. En recherche d'activités colocataires qui ont participé, mais les mesures, c'est effectivement plutôt les autres catégories qui ont ouais. Alors, je n'ai pas parlé des catégories migrantes, parce qu'évidemment, il n'y a pas de migrants à Grenoble sans papier, on le sait bien. Non, mais il y a aussi les jardins, ils ont leur fonction, d'accueil, voilà, aussi de migrants. Voilà. Il y a certains jardins aussi qui ont permis à des personnes de se nourrir aussi pour un accueil, et donc c'est aussi des jardins accueillants. Et peut-être Rémi, par rapport à... Parce que moi, j'ai découvert aussi toute une frange de jeunes très engagés sur la partie jardin. Revenir sur ça, même comme hobby, comme là. Quelle est ta vision, toi, un peu sur ce qui a été présenté et comment tu vois les jardins Moi, le premier truc qui m'a fait quitter avant tout ça, c'est que moi, les 2-3 après mon père, les 2 personnes qui m'aident le plus, c'est les femmes. Plus investis et plus intéressés. Après, sur les jardins, c'est vrai que moi j'étais au début, maintenant je ne suis plus trop, mais en fait, dans toutes les collabs de Venon, le jardin, c'est la première chose qui se fait. Bon, là, c'est pas forcément le jardin partagé, mais dans les maisons, ça vient tout de suite. C'est peut-être l'occasion de citer Alice et les Mijotés, d'ailleurs, qui, ici sur Venon, ont fait un travail extraordinaire sur la partie, avec leur programme un peu d'aider à les cueillir, les cueillettes, la transformation. En valeur de ce qui se perd dans les jardins. Extraordinaire. Et ça c'est des femmes très engagées sur ce dossier-là, et j'ai trouvé extraordinaire. Et Nicole, quel est votre regard, vous, de professionnelle, voilà, d'agricultrice sur ça, sur le jardin en tant que tel, avec une vocation un peu différente de celle de la production que vous avez, puisqu'il est peu partagé dans votre... Voilà. C'est mon gagne pas. Mais la femme, elle est toujours dans les fermes, les femmes étaient toujours dans les jardins et les hommes étaient dans les bêtes ou dans les champs. Et ils faisaient gros travail, le labour, mais jamais la petite culture, c'était toujours les femmes. Moi, ma grand-mère et la tante, c'est donc la famille bio de Réné, qui avait des femmes dans la maison. Donc, elles ont toujours travaillé à la terre pour gagner, pour vivre.
Et le rapport avec la terre est très bénéfique. Et qu'est-ce qui a été le déclencheur chez vous pour Moi, venir c'était- sur le jardin, comme ça, pour en faire votre métier? J'ai toujours, parce que mes parents, moi j'ai grandi à Quay-en-Chartreuse. Donc mon père est de Quay-en-Chartreuse et ma mère de Venon. Donc mes parents ont toujours gardé les deux exploitations. Et j'ai toujours eu mon petit jardin de n'importe quoi. Je semais des fleurs, tout ça. Et c'est une passion. En fait, mon métier, c'est cuisinière. Je suis cuisine. J'ai fait un CAP cuisine classique. J'ai fait 23 ans de cuisine. Et un jour, je ne pouvais plus. Parce que ce que je cuisinais, ce qui poussait à la maison, il n'y avait rien à voir. Déjà. Et après, c'est une passion. Hein. Parce que quand on s'engage à faire vraiment de la culture maraîchère ici, à Venon, il ne faut pas compter 6 heures, il ne faut pas regarder tout ça. Et en étant femme, il faut s'engager, il ne faut pas avoir peur, il faut partir, et aussi bien sur un tracteur que derrière un outil. Moi, je le vois comme ça. J'ai fait comme ça. Quoi. C'est souvent le mot qui m'est donné par les habitants quand on dit à Nicole, il dit ah, on sent la passion, hein, on vous voit dans les champs. Ah oui, c'est une passion et moi j'aime que la nature soit propre. Donc ce que mes parents ont laissé, j'essaie de le garder propre. Et cette passion de faire des fleurs coupées, c'est-à-dire, alors pourquoi les fleurs? La fleur, c'est ma passion. Hein. Le légume, ça c'est pour et j'adore les couleurs. Donc mon jardin, il est varié, c'est une passion. Et j'avais ma voisine, les Pérou, hein, qui ont beaucoup travaillé sur les jardins. C'est elle qui m'a initié, on va dire, aussi à la culture. Et j'ai un jardin aussi, hein, que j'aime bien. Et elle me disait que les fleurs avaient aussi une vocation de protection du jardin. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez... Eh ben oui, parce qu'il y a les insectes. L'écosystème. Dans le jardin, il faut avoir du légume, des fleurs et des petits fruits parce qu'il y a l'abeille qui utilise chaque fleur. Si vous avez des légumes, là, c'est ce qui fait le fruit, l'abeille. Pollénise. Voilà. Et puis, il y a tous les insectes. Pour la vie d'un jardin, il y a plus de... Moi, je le vois maintenant, hein, je m'intéresse beaucoup plus parce que j'ai plus de temps. Il y a la coccinelle, tout ça, ça vit, hein, tout vit ensemble. Et dans ce que vous avez dit, on remonte à vos parents, grands-parents, et en fait, tout le monde avait un jardin et on produisait local. Alors, la question que je pose, moi, c'est, parce que c'est celle qu'on se pose sur la commune ici, c'est une utopie que de penser à l'autonomie alimentaire ou à la façon de pouvoir vivre ici. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur ça? Parce que nous, on entend toujours parler de circuits courts de ci, de là, mais quelque part... Tous ces mouvements-là, ils traduisent une réaffirmation, on va dire, de reprendre en fait la main sur une partie reprendre la main sur comprendre d'où vient l'alimentation qu'on a dans nos assiettes tous les jours, etc. Une partie d'une réappropriation de compétences autour de savoir produire sa nourriture, etc. Quand on voit dans certains quartiers urbains ou dans des quartiers politiques de la ville, par exemple, où des villes en Amérique du Nord, même en Europe du Nord, en Angleterre, etc., où on a perdu aussi le rapport aux produits bruts, en fait. Donc, ça participe aussi de cette réappropriation-là, de comprendre la chaîne en fait, alimentaire. C'est pas forcément quelque chose que je vais présenter là, mais dans l'évolution du système alimentaire, on a déconnecté, en fait, à un moment donné, la relation entre l'aliment et le mangeur. Donc tous ces mouvements-là, parce que y a des industries agroalimentaires qui sont venues se mettre au milieu, il y a toute une chaîne en fait d'activités qui s'est instaurée. Donc ils participent de ça. Après l'autonomie alimentaire, l'autosuffisance alimentaire dans un rayon de proximité. On est sans doute dans une utopie, mais les utopies c'est ce qui emmène aussi vers un autre chemin. Donc il faut le prendre aussi en tout cas moi je trouve que c'est intéressant dans ce vers quoi ça emmène en fait. Voilà. Et pour moi, ce n'est pas une fin en soi, cette autosuffisance alimentaire, parce que les établissements humains ont toujours été faits dans des relations en fait, entre humains, entre territoires, etc. Et même du temps où c'était les logiques de proximité qui prévalaient,
il y avait déjà des échanges entre haut des montagnes et les vallées, entre les vallées et les plaines, entre différents espaces, etc. Donc, les relations, elles font partie intrinsèque de notre fonctionnement. Et aujourd'hui, je trouve que ce qu'il y a à rechercher, c'est pas tant cette autosuffisance alimentaire que de rechercher des complémentarités entre les différents espaces. Notamment parce qu'on se rend compte, par exemple, que les vallées de montagne, elles sont hyper dépendantes des villes pour leur alimentation. On pourrait croire que c'est des espaces où il y a de la production alimentaire, qu'on est au plus proche quelque part de la nature, etc. Et en fait, c'est des espaces qui sont aujourd'hui, du fait de l'évolution du système alimentaire, hautement dépendants des villes. Parce que les villes, ce sont tout simplement des nœuds sur lesquels se brancher en fait, le système alimentaire pour son fonctionnement logistique. Et donc, par exemple, c'est des vallées de Savoie ou de Haute-Savoie où on a de la grosse production fromagère sous label, etc. C'est des territoires, c'est pas des déserts alimentaires, mais ça peut l'être en tout cas pour les habitants, au sens où en fait, localement, ce qu'ils trouvent comme produit, c'est des fromages. Ils ont extrêmement de mal à trouver, par exemple, tout ce qui est du beurre ou des yaourts localement parce que tout le lait part à la production fromagère. Et les installations d'activités de maraîchage sont extrêmement compliquées dans ces territoires-là parce qu'on a une forme de lobby aussi de ces activités productives qui fait que justement on les voit comme une activité. L'agriculture est devenue une activité productive et plus une activité nourricière pour un territoire, quoi. Ça s'inscrit dans une filière en fait, tout simplement. Et donc voilà, on peut renverser en fait les perspectives et se dire l'espace rural il est aussi dépendant de la ville pour son alimentation, mais aussi repenser la relation entre ça permet en tout cas cette idéal utopie d'autosuffisance alimentaire d'amener à ça, je trouve, à réfléchir les relations entre les espaces de production et les espaces de consommation alimentaire sous un autre angle, quoi, qui est moins celui peut-être de la domination de l'urbain sur le rural, mais de voir comment le rural peut aussi être une richesse pour la ville, mais inversement, quoi. Parce que c'est vrai que de l'espace rural, il y a aussi une fuite de toutes les productions alimentaires de qualité qui vont vers la ville aussi, parce qu'il y a le pouvoir d'achat, etc., et qu'on valorise mieux les productions avec la ville, quoi. Bon, du coup, j'enchaîne sur… Non, mais je peux. Alors, pendant que le transparent arrive, l'ISARA, c'est quoi pour les Alors, novices? je vais me présenter. Voilà. Ouais. Ah, voilà. Attends. Tout à fait. Non, regardez pas. Oui. Le tableau de bord d'un enseignant-chercheur. Voilà. L'ISARA, donc, c'est une école d'ingénieurs en agronomie, alimentation, environnement à Lyon. Donc, c'est une école qui forme des ingénieurs agronomes qui vont ensuite bosser dans toute la chaîne d'activités productives, que ce soit en agronomie, dans l'agroalimentaire, la transformation, et aussi on a qui vont travailler également sur toutes les questions environnementales dans les territoires, ça peut être de la gestion de l'agroforesterie, ce genre de choses. Et l'ISARA, c'est une école donc une école d'ingénieurs agronomes qui s'est construite en fait à l'origine sur l'agriculture biologique. Il y avait une affirmation très forte dès les années 70 sur l'agriculture biologique. Donc c'est une école qui forme les ingénieurs agronomes dans une perspective de système alimentaire durable et d'agroécologie. Voilà, et c'est vraiment une caractéristique qui fait partie de l'identité de l'ISARA puisqu'elle comptait les premiers professeurs d'agriculture biologique en France dans les années 70, quand toutes les autres écoles d'ingénieurs agronomes enseignaient l'agriculture productiviste. Voilà, et moi donc, je suis Caroline Brand, donc je suis géographe, j'ai fait ma thèse ici à l'Université Grenoble-Alpes, donc dans le même laboratoire que Sophie, que j'ai eu comme enseignante avant. On va pas revenir dans les détails. Et puis, et donc, moi, j'ai fait ma thèse donc, à l'UGA sur la question de l'alimentation, qui était une question nouvelle, on va dire, pour la communauté géographique française, même européenne, voire mondiale. En fait, c'était vraiment un objet en fait nouveau. Et suite à différentes choses, j'ai été recrutée dans cette école d'ingénieurs pour former les étudiants sur toute la dimension sciences sociales de leurs activités qui peuvent être très techniques ou technologiques. Et nous, on leur apprend aussi à prendre du recul sur les organisations dans lesquelles ils se développent et essayer de comprendre les interactions entre les acteurs, les jeux politiques, etc. Voilà pour l'ISARA. Donc après, c'est des ingénieurs qu'on retrouve dans les collectivités territoriales sur la gestion des politiques agricoles, alimentaires maintenant, ou environnementales, etc.
et ou en chef d'exploitation, directeur d'une unité de transformation, ce genre de choses. Donc, du coup, c'est bon? Juste brancher l'ordinateur. Ah, pour pas parce que ça plus de se- batterie, ok. Donc, moi, mes activités de recherche, elles portent vraiment sur les questions de comment évoluent les systèmes alimentaires et les politiques alimentaires qui aussi participent à leur régulation. Donc, ce qu'on entend par système alimentaire, en fait, c'est tout simplement la manière dont les hommes s'organisent dans le temps et dans l'espace pour acheminer la nourriture, en fait, la faire passer de l'étape de la production à l'étape de la consommation. Donc, c'est toutes ces étapes-là que je regarde. Et ce qui m'intéresse, c'est la façon dont ça évolue, donc quelles innovations se mettent en place. Et surtout, est-ce que ça œuvre à une transition, c'est-à-dire est-ce qu'on va vers une transition socio-agroécologique qui intègre mieux les questions de durabilité et puis d'une accessibilité à tous à une alimentation de qualité. Et pour ma thèse, j'ai vraiment analysé la façon dont la question alimentaire, c'est pour ça que j'ai mis que c'est un fonds de recherche, comment elle est arrivée en fait à l'agenda des autorités publiques locales, donc tout ce qui est les collectivités territoriales, en partant de la mairie jusqu'à la région, etc. Et parce que c'était, donc j'ai travaillé sur Lyon et Turin en Italie, mais aussi Grenoble parce que je faisais ma thèse à Grenoble. Donc j'ai suivi toute l'émergence du PAIT, du projet alimentaire interterritorial de la région urbaine grenobloise. Et c'était un sujet qui n'existait pas en fait du tout. L'alimentation, c'était plus une dimension du fonctionnement de nos territoires qui était pensée et mise en politique surtout, et mise sur la table des communs et de la chose publique et de quelque chose, d'une question collective qu'on aurait à traiter collectivement. C'est-à-dire que progressivement, après la Seconde Guerre mondiale, les choses ont tellement bien fonctionné qu'on a fini par croire qu'elles pouvaient fonctionner toutes seules et que l'alimentation n'était plus un problème collectif, mais qu'elle regardait tout un chacun de trouver de la nourriture, etc., et de la manger, etc. Voilà, donc moi, j'ai essayé de comprendre comment la question alimentaire, progressivement, se refaisait une place à l'agenda de ces mairies, de ces intercommunalités. Au-delà de se dire la place du marché, c'est un lieu où on vient préparer les campagnes électorales aussi, mais non, en fait, c'est une place centrale dans le fonctionnement d'un territoire. Voilà. Et puis plus récemment, je travaille moi sur les questions de justice alimentaire. Donc ça veut dire c'est la façon en fait dont la question alimentaire revient aujourd'hui à l'agenda des territoires, mais elle est beaucoup revenue pour les personnes quelque part qui avaient, c'est un peu ce que tu montres sur les profils des personnes qui s'impliquent dans les jardins, des personnes qui avaient un pouvoir d'achat suffisant, une éducation suffisante pour dire on peut peut-être manger autrement en fait. Et le système dans lequel on est n'est pas durable. Et donc aujourd'hui, se pose la question de comment en fait on rend accessible à tous une alimentation de qualité, qui a accès, etc. Et puis je m'intéresse à des concepts donc, que je vais vous présenter un petit peu, mais ce dont on a discuté rapidement, mais de comment en fait on peut repenser les valeurs en fait sur lesquelles sont construites l'aménagement du territoire et l'urbanisme. Donc c'est-à-dire à la fois tous les documents en fait qui font qu'aujourd'hui on dit à tel espace on aura une exploitation, à tel espace une plateforme logistique, etc. Repenser en fait les logiques qui organisent ça à partir de la question alimentaire, en se disant la question alimentaire c'est une question vitale, c'est-à-dire que si un territoire n'a pas d'alimentation, ce qu'on a derrière l'autosuffisance alimentaire c'est bien ça, c'est-à-dire la pérennité de ces organisations et de se dire si on a un choc, et je peux dire avec le Covid ça a rappelé quand même un certain nombre de choses, ça a remis au goût du jour un certain nombre de choses qu'on avait sans doute oubliées. Comment on fait pour survivre? S'il n'y a plus d'alimentation, il n'y a plus de développement économique. Donc, toutes les politiques d'aménagement du territoire qui vont dans ce sens-là, elles n'ont plus aucun sens. Donc, il y a un certain nombre de chercheurs qui développent des travaux pour repenser en fait la façon dont on aménage l'espace et dont on construit des outils aussi derrière et des politiques publiques dans quel sens quoi. En se disant l'alimentation, c'est peut-être un thème, un commun, ce qu'on appelle un commun, qui permet de repenser en tout cas toutes les autres politiques à l'aune de cette question qui est vitale en fait. Sans alimentation, l'aménagement du territoire n'a pas de sens. L'urbanisme non plus, pas plus. Voilà, donc en fait du coup j'ai préparé un gros truc, c'est un peu un de mes défauts, mais
j'irai beaucoup plus vite, mais je voulais vous parler un peu, en fait, revenir un peu sur cette histoire des relations entre l'alimentation et les territoires, et notamment les villes, hein, donc de tout le mouvement d'urbanisation, qui a contribué en fait à déconnecter autant les hommes de leur alimentation que les territoires vis-à-vis des systèmes alimentaires qui les nourrissaient. Et ça s'est traduit donc par une déconnexion des relations entre les espaces ruraux et urbains, notamment les espaces de production et de consommation, alors qu'avant ils étaient très liés. Et puis aussi, ça s'est traduit dans le domaine politique, donc le petit 2, sur le fait que les territoires, donc un maire par exemple, se sont progressivement désengagés de comment leurs habitants se nourrissaient finalement. Est-ce qu'ils étaient bien nourris ou pas, etc. Et puis le troisième point, je voulais revenir sur la façon dont quand même aujourd'hui, donc ça c'est la partie historique sur le 1 et le 2, aujourd'hui on assiste à un certain nombre de mouvements, et les jardins, ce qu'on a vu aujourd'hui, en font partie, un certain nombre de mouvements qui participent à vouloir reconnecter les choses et réengager les territoires vis-à-vis de la question alimentaire. Et donc après, je voulais vous présenter enfin quelques éléments sur justement ces conceptions en fait autres de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. Donc un concept qui est développé là par des chercheurs aux Pays-Bas et en Angleterre sur l'urbanisme agroécologique, donc qui repense l'organisation des territoires à partir de la question alimentaire et de la question de la production agroécologique. Voilà. Tu veux que je fasse ? Oui, je veux. T'as vu, je suis assistante. Donc, sur la déconnexion des relations, ça, c'est une photo, enfin pas une photo, pardon, un tableau qui vous montre, donc ça s'appelle l'effet du bon gouvernement sur la campagne. Donc, on voit la séparation nette entre la ville et la campagne et des systèmes une circulation, parce qu'on revient sur ce que je disais tout à l'heure, hein, mais des relations entre ces deux espaces, notamment des ressources alimentaires qui circulent. C'est-à-dire qu'il y a des ressources alimentaires qui circulaient jusqu'à la révolution industrielle, en gros. Hein. On avait un fonctionnement vraiment en symbiose entre, donc c'est pour ça qu'on peut parler de complémentarité symbiotique, hein, un fonctionnement en symbiose entre les espaces de production agricole et les espaces de consommation que sont les villes notamment, puisqu'on trouve essentiellement des gens qui mangent et pas des gens qui produisent. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait un fonctionnement en circularité, c'est-à-dire que d'un côté, les ressources alimentaires rentraient en ville, et de l'autre, tout ce qui était les excrétas urbains revenait vers la campagne sous forme de fumure, etc., et était utilisé comme des fertilisants organiques, d'accord, pour les productions agricoles. Et dans les villes, jusqu'à la fin du 19e siècle, hein, jusqu'à la fin de la montée de l'hygiénisme, donc c'est le fait qu'à la fin du 19e siècle, on a dit les villes, on ne veut plus qu'il y ait des déchets, qu'on voit circuler les déchets dans les rues, on veut des villes propres, on veut mettre des espaces qui ont telle fonction, etc., et plus avoir toutes les fonctions au même endroit. Mais jusqu'à cette époque-là, il faut quand même se rappeler en fait que dans ces villes-là, les animaux étaient très présents en fait, notamment même dans les villes industrielles, tout simplement parce qu'on a eu une grosse migration rurale, donc tous les ruraux sont venus en ville avec leurs animaux, et pour le lait, etc., ça permettait d'avoir des denrées fraîches en ville, parce que aussi les systèmes de production n'étaient pas encore organisés pour faire venir l'alimentation de loin. Et puis d'autre part, les chevaux, par exemple, étaient présents en ville aussi parce que l'animal était une force de travail pour les activités industrielles. Mais c'est vrai qu'on a un peu perdu de vue, quelque part, cette vision de ville organique, hein, dans lesquelles il y avait de la nature, il y avait des bêtes, des animaux, de la production, etc. C'est des choses qu'on retrouve un peu encore aujourd'hui dans les villes des Suds. En Asie, en Afrique, etc., on retrouve beaucoup plus de façon mêlée l'urbain et l'agricole. Donc l'alimentation était visible. Hein, ça, c'est vraiment quelque chose qui a progressivement disparu avec, je reviendrai là-dessus, dans l'évolution du système alimentaire et du système urbain. L'alimentation était visible olfactivement, on la sentait, et puis on la voyait, c'est-à-dire que toutes les places étaient la place centrale d'une organisation territoriale, hein, c'était la place du marché où on pouvait s'approvisionner. C'était central dans les organisations humaines. Et d'ailleurs, on garde une trace encore aujourd'hui de l'importance de l'alimentation dans l'organisation des territoires, puisque là, c'est un exemple à Lyon, où vous avez des rues
donc la rue de la Poulaillerie, quai de la Pêcherie, rue de la Fromagerie, et ça on les retrouve dans toutes les villes, hein, qui témoignent, qui rappellent la fonction de ces rues qui étaient vraiment très liées à l'alimentation. Et donc dans l'urbanisation, quelque part, l'alimentation était centrale, et les villes, quand elles se sont progressivement urbanisées, au départ, elles gardaient en tête que la fonction alimentaire était vraiment vitale. Et c'est pour ça qu'au XVIIe siècle, vous avez donc le grenier d'abondance qui a été construit à Lyon, qui est sur les quais de Saône, et qui a été construit à l'origine pour stocker une année de graines, de réserve, en cas de famine. D'accord ? Donc, pour ne pas être dépendant des famines, il y avait des bâtiments urbains où on stockait des graines et on avait une réserve pour ne pas manquer en fait en vie. Et puis, progressivement, on est passé au fil de l'eau, hein, à partir de la fin du 19e siècle et puis surtout après la Seconde Guerre mondiale, on a eu l'industrialisation, deux phénomènes, hein, l'urbanisation et l'industrialisation, qui ont progressivement conduit à déconnecter complètement les relations entre les espaces de production agricole et les espaces urbains. Et donc, c'est pour ça qu'on parle notamment du 19e siècle comme un siècle du recyclage des boucles, hein, c'est-à-dire qu'on avait des échanges qui font qu'on était dans la complémentarité entre les espaces. Et le 20e siècle, et le 21e encore, hein, le 20e siècle surtout, est vraiment le cycle de la linéarisation des flux entre ces deux espaces. C'est-à-dire que d'un côté, en fait, on a eu le système agricole en rural qui est progressivement monté en technicité, en spécialisation. Il y a eu le développement des échanges à l'échelle mondiale, etc. Et donc, progressivement, le système agricole, il s'est justement enfermé dans un système et il a tourné le dos quelque part aux villes de proximité au nom de la productivité et de la rentabilité économique. Et puis, il y a une industrie agroalimentaire derrière qui s'est mise en place. Et ça a fait entrer finalement l'agriculture dans une filière. Elle est sortie du territoire, elle est rentrée, c'est pour ça qu'on parle de filière et de territoire, hein, souvent. Mais la filière, elle est déconnectée du territoire. C'est une chaîne d'activité, mais qui se fait, là comme on le voit pour le cas de la tomate, hein, d'industrie et la tomate en boîte, qui se fait sur des espaces complètement éclatés. Et ce qui régit, en fait, ce qui explique qu'une activité à tel endroit et pas à tel autre, c'est régi sur des logiques économiques et pas des logiques de proximité spatiale, etc., topographique, etc. Et donc, d'un côté, l'agriculture est devenue une filière, et de l'autre, la ville, elle aussi, a sa part de responsabilité de là-dedans, parce que, donc, ce que je vous disais, hein, qu'à la fin du 19e siècle, la ville, elle a souhaité maîtriser les flux qui circulaient dans son espace. Elle a voulu les ordonner, etc. Et du coup, ça a contribué à mettre à distance, quelque part, les systèmes agricoles et alimentaires. C'est-à-dire qu'auparavant, c'est les photos que je vous montrais, l'alimentation, elle était vraiment au cœur des villes, on la voyait, elle était là, etc. Et en fait, tout au long du XXe siècle, on a eu de cesse de la reléguer à l'extérieur des villes. Bon, alors, les villes ne sont plus maintenant déterminées par des murs, etc. Elles se sont éclatées aussi, etc., dispersées. Mais quand même, les activités de production alimentaire, elles se retrouvent toujours en périphérie des villes. Et du coup, aujourd'hui, les villes, elles sont intégrées au fonctionnement des systèmes alimentaires, mais seulement pour quelque part leur fonction de nos logistiques. Donc là, c'est toute la plateforme logistique que vous avez en périphérie. Là, c'est une plateforme logistique qui est en périphérie d'Avignon. On la retrouve à Lyon. Hein, quand on débarque sur Lyon, toute la plateforme, tous les espaces logistiques que vous avez. Ou à Givors, où vous avez les industries de la transformation agroalimentaire qui sont là. Et en fait, elles sont là pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait, c'est des nœuds logistiques et qui permettent après d'éclater les produits dans l'espace, de le remettre en circulation. Voilà, donc c'est vrai que l'emprise de toutes ces industries agroalimentaires en périphérie des villes et ces plateformes logistiques, elle est vraiment particulièrement parlante par rapport aux images que je vous ai montrées où en fait l'alimentation, elle était au cœur des villes, quoi. Et puis les animaux. À partir de 1955, voilà. Les animaux ont été chassés de l'espace des villes. Chassés de l'espace des villes. Enfin, tout l'abattage, etc. Ça, c'est vrai que je ne vous ai pas mis la photo d'avant, là, où on voit en bas à droite. En fait, on voit, ou au milieu, là, où c'est les grandes places d'abattage à Londres, les marchés aux animaux, etc. En fait, la vie, l'abattage, etc., c'était quelque chose que les urbains voyaient. Et ça a été complètement relégué en périphérie. Et quand on voit les scandales qu'il y a eu autour des abattages ces derniers temps,
ça nous montre à quel point, en fait, il y a eu une invisibilisation. On a invisibilisé toutes ces étapes, en fait, des chaînes alimentaires. Et du coup, le système agricole qui est en périphérie des villes et les espaces agricoles et les industries qu'on a en périphérie des villes, elles ne nourrissent pas nécessairement, finalement, les espaces urbains qui sont à proximité, puisque ça part un peu partout. Et puis, les excréta urbains, d'autre part, ne sont plus du tout intégrés dans les systèmes alimentaires agricoles. Donc, c'est la photo que vous avez en bas à droite, puisqu'ils ont été remplacés par les intrants chimiques. Donc, on est vraiment dans une linéarisation et résultat de ces dynamiques, quelque part, l'alimentation, dans les villes et les territoires, elle s'est progressivement invisibilisée, aseptisée, etc. Et on a perdu de vue, quelque part, le réel coût de sa production complètement, quoi. Et la valeur que ça a et toutes les étapes, etc. Moi, tu peux changer. Et Non, mais pas dire, pas fais. passer, voilà. C'est sûr. Et ouais, c'est bon. Et donc, ça, c'est la déconnexion des relations, on va dire. Et en parallèle de ça, donc déconnexion des relations, en parallèle de ça, vous avez eu aussi on parle de cette déconnexion spatiale et sociale, des relations à la fois entre donc, le système alimentaire, les territoires et leurs habitants. La relation entre le mangeur, le manger et le mangeur. Et d'autre part, il y a également eu en parallèle de ça tout un mouvement de désengagement des territoires et des villes vis-à-vis de la régulation du système alimentaire. C'est-à-dire qu'on a tendance à l'oublier, mais jusqu'à la fin du 19e siècle, les autorités publiques locales, un maire, il intervenait fondamentalement sur le système alimentaire de son territoire. Tu l'as rappelé avec la Révolution française, toutes les dernières révolutions qu'on a eues aussi ces derniers temps, elles sont toujours parties de la question alimentaire. Et donc, le maire nourricier, il y avait une figure qui a été décrite par un historien qui parle du maire nourricier au 19e siècle, qui était vraiment garant de l'approvisionnement de la cité. Il encadrait les prix du pain, il veillait sur les acteurs du marché à faire en sorte qu'il n'y en ait pas un qui prenne le monopole, etc. Ils avaient vraiment l'alimentation, ça faisait partie de leurs prérogatives très, très, très fortement. Et puis elles intervenaient… En fonction de père de famille, en fait. Ouais, de père de famille, c'est vrai. Et ils intervenaient sur la gestion des outils, tout ce qui est les halles, les abattoirs, c'était géré par le maire, en fait. Et aujourd'hui, leur rôle de régulateur, il n'a pas complètement disparu, c'est-à-dire qu'il y a toujours une intervention au niveau des intercos, des mairies sur l'alimentation, mais on est sur des champs beaucoup plus liés aux questions sanitaires et plus stratégiques. Ça a plus constitué un élément stratégique pour les gouvernements locaux. D'une part parce que vous avez c'est la deuxième, d'une part parce qu'en fait, avec le développement industriel, vous avez eu d'autres champs d'action, d'intervention pour un maire qui ont monté en puissance. C'est tout ce qui est là dans la citation en dessous là. Oui, voilà. C'est tout ce qui est donc en fait tout ce qui est développement économique, les transports, la voirie, etc., qui sont devenus des champs d'intervention, l'urbanisme, beaucoup plus importants que la question alimentaire, qui elle a été qui est sortie de leur giron d'action et qui a été transférée aux échelons nationaux et internationaux, donc l'État, l'Europe aujourd'hui, la PAC, et transférée également vers les acteurs privés du système agroalimentaire qui se sont organisés, notamment à partir de la seconde partie du XXe siècle, qui se sont organisés et qui ont géré ça, piloté ça de manière très efficace, finalement. Et ça, comme tu disais, c'était l'industrie et l'urbain. C'est-à-dire qu'on va retrouver toute la figure d'autorité de régulation dans la sécurité qui va commencer. On ne l'appelle pas sécurité, mais c'est l'ordre public. Du 19e, dans les fonctions du maire, 20e siècle, il y a la notion d'ordre public qui va prendre le dessus. Ouais, c'est ça. Voilà. Et donc, aujourd'hui, jusqu'à il y a très peu de temps, c'est-à-dire que les collectivités, elles continuaient à agir sur le système alimentaire, mais pas vraiment avec un argument de se dire c'est stratégique pour mon territoire, il s'agit de son approvisionnement, etc. Par exemple, quand on préservait un abattoir, jusqu'à il y a encore très peu de temps, dans certaines régions où les filières viande sont importantes, on préservait un abattoir par rapport à des enjeux économiques, de développement économique du territoire et de la filière surtout. Mais pas par rapport en se disant que c'est un outil d'approvisionnement alimentaire du territoire. Alors qu'aujourd'hui, ces arguments-là, ils reviennent un petit peu plus. Il y a eu une période où il y a eu un véritable désengagement. Voilà. Et puis, d'autre part,
c'est aussi le fait, je ne rentrerai pas dans les détails, mais le fait que l'alimentation, c'est une question multidimensionnelle. C'est-à-dire derrière l'alimentation, vous avez toutes les questions de logistique, de développement économique, de santé des populations, d'accessibilité à l'alimentation, etc. C'est multidimensionnel. Or, dans le fonctionnement des collectivités territoriales, on est sur des silos d'action. Il y a le champ de l'action sociale, le champ du développement économique, le champ de l'urbanisme, etc. Et donc, ça aussi, ça a contribué à l'éclatement du traitement de la question alimentaire. Et par exemple, à l'échelle de l'État ou de l'Europe, on n'a qu'à prendre à l'échelle de l'Europe, la politique agricole commune, ce n'est pas une politique alimentaire, c'est une politique de développement économique d'un secteur d'activité, point barre. C'est en train de changer, mais ça a été ça. Et à l'échelle de l'État français, on avait la politique agricole et de l'autre côté, on avait la politique de santé publique. Et sauf qu'on se rendait compte qu'il y avait un peu on se rend compte qu'il y a des contradictions aujourd'hui. Donc, ça, c'est un changement. Hein. Depuis les années 2010, il y a une politique interministérielle qui est en train de se mettre en place, mais pour vous dire d'où on vient, en fait. Et donc, tous ces éléments-là, ça aboutit finalement au constat assez paradoxal. Hein. Là, je vous ai mis en abîme deux époques, quelque part. Le 19e et 2012. Donc, quand moi, j'ai fait des enquêtes dans la région urbaine de Lyon sur et vous et l'alimentation, où est-ce qu'on en est, etc. Donc là, vous avez au 19e où on vous décrit, on savait annuellement ce qui entrait comme tonnage de têtes de bétail, de moutons, etc. Hein, il y avait une comptabilité forte. À noter que ça, je l'ai en mairie dans mon bureau. J'ai tous les recueils de 1800 à 1870 où il y a justement tout ce qui était vendu ici, les prix, etc. Ah d'accord, ben voilà. Et ben c'est super illustratif, quoi. Et donc après, moi, quand j'ai fait ma thèse et que je suis allée interroger les élus et que je leur ai dit, bon, et l'alimentation sur votre territoire, il y en a un qui m'a répondu, donc c'était l'élu à l'agriculture au département en 2012. Et ils avaient tous plus ou moins cette réponse-là de dire, l'alimentation, nous, on ne gère plus, quoi. On n'a plus aucune idée, alors qu'à une époque, un maire, il était capable de vous dire, il y a tant de grains, voilà le prix que je fixais, etc. Et ça a complètement disparu. J'ai découvert il y a peu, en travaillant sur les droits de police du maire sur le marché, qu'il reste des réminiscences de Napoléon et d'avant, puisque à travers le choix sur le marché de qui et comment, le maire a la responsabilité d'équilibrer l'offre et les prix. Exactement. C'est vraiment ce que je vous ai décrit là, c'est exactement ça. Voilà, et là-dedans, il n'y a pas que les maires qui sont en faute, il y a aussi tous les techniciens derrière et surtout toute la fonction d'aménagement du territoire, donc de la politique nationale aux collectivités. C'est-à-dire que dans l'aménagement du territoire, donc ce champ qui vise à se dire finalement comment on se déplace sur un territoire, comment on se loge, quel air on respire maintenant, on gère, etc. Et comment on se nourrit, on ne s'en préoccupait pas. C'est-à-dire c'est encore récent, ça date vraiment du milieu des années 2010 où l'alimentation est redevenue un mot. Moi, quand j'ai fait mes enquêtes au début de ma thèse dans les années 2010, quand je prononçais le mot alimentation chez un maire, chez un technicien, donc quelqu'un qui gérait les politiques agricoles ou politique de développement économique, etc., on me disait alimentation, c'est quoi ce mot ? Qu'est-ce que vous entendez ? Qu'est-ce qu'il y a derrière, en fait ? Ça n'existait plus, quoi, vraiment. Voilà, donc il y a eu un certain nombre de constats qui ont été faits dans la communauté de recherche et de praticiens, des aménageurs, de dire oups, on a complètement oublié. Donc c'est la première citation. On s'est rendu compte que parmi les essentiels, les éléments essentiels pour vivre sur Terre, l'air, l'eau, le logement et l'alimentation, on a oublié l'alimentation en fait, on ne le gère plus. Alors qu'on peut dire que dans notre champ disciplinaire, jusqu'à dans les années 60, la géographie de l'alimentation, c'était un vrai champ de recherche. Après, ça a été transféré sur les Suds, parce qu'évidemment, par stéréotype, les Suds avaient plus besoin de manger. Et du coup, c'est revenu maintenant dans l'ordre de nos agendas de recherche. Et c'est revenu parce que voilà. C'est revenu par un ensemble c'est-à-dire que en fait de crise, c'est-à-dire que le système alimentaire tel qu'il s'est construit là depuis la fin du 19e siècle, il a entraîné un fort accroissement de la production alimentaire, c'est-à-dire que ça a permis de nourrir une population croissante de non-agriculteurs, d'urbains, quoi. Donc ça a permis ça. Mais depuis la révolution industrielle, finalement, toutes ces évolutions qu'ont connues les systèmes alimentaires et puis l'urbanisation, tous ces progrès, finalement, ils ont fini par être plutôt défavorables à l'homme et à l'environnement, dans le sens où ça a généré un certain nombre de défaillances qui ont conduit à des crises multiples là, que je vous ai illustrées de manière rapide, mais
je trouve que la dernière crise de la Covid-19, elle est particulièrement illustrative en fait, de ces défaillances et de notre vulnérabilité au choc. C'est-à-dire qu'on voit que d'une part, le système alimentaire, il a sa grande part de responsabilité quelque part dans les bouleversements environnementaux qui ont conduit à la pandémie face à laquelle on s'est retrouvé. Le premier confinement, moins les deux autres, mais ils ont souligné aussi la grande fragilité en fait, de notre système alimentaire qui repose et sur des ressources fossiles non renouvelables et sur des relations distantes entre les acteurs. On a vu que du jour au lendemain, les agriculteurs de proximité se sont retrouvés dépassés en fait, par la demande des habitants à proximité parce que tout simplement, eux, ils ne pouvaient pas descendre à la ville, au supermarché pour aller faire leurs courses quoi, avec le rayon de 1 km. Donc là aussi, on revient sur la question des relations. On voit qu'on a besoin, en fait, qu'on est dans des systèmes de complémentarité de relations. Donc voilà, ça a souligné une forte dépendance de ces sociétés urbaines qui dépendent d'une minorité d'acteurs, finalement. Et puis, d'autre part, sur les questions de santé publique, tous les problèmes de comorbidité face au Covid-19 en cas de surpoids, d'obésité, etc., de maladies cardiovasculaires, de diabète, ça a aussi pointé le problème de la qualité nutritionnelle de nos régimes alimentaires. On voit qu'on n'est pas dans sans parler aussi des inégalités, que ça vient pointer aussi, toute cette crise quoi, entre les personnes, entre les pays, etc. Donc on voit bien qu'on est face à un système qui est défaillant, qui n'est pas qui pose question en fait. Et du coup, face à ces défaillances, qui sont des défaillances structurelles de l'organisation des systèmes urbains et des systèmes alimentaires, depuis les années 2000, donc je vais résumer en 3 points en gros, mais on voit émerger un ensemble de mouvements qui finissent par réagencer les géographies de l'alimentation et reconnecter alimentation et territoire. Et on assiste à un réinvestissement de cette question alimentaire par les autorités publiques locales. Donc, dès les années 60, donc au cœur du productivisme agricole, on avait déjà des formes de production et de consommation qui étaient un peu en porte-à-faux avec le caractère un peu générique et aspatial de l'alimentation. Et ça s'est fait beaucoup par la question de la valorisation de la qualité des productions. Donc les producteurs et les consommateurs, ils ont d'abord demandé à identifier la qualité et l'origine des produits. Après, dans les années 2000, ils ont recherché plutôt une proximité géographique et relationnelle à travers tout ce qui était les circuits courts de proximité. Ou le développement de l'agriculture urbaine, qui est vraiment la recherche ultime quelque part. On est dans le périmètre de proximité, on produit sa nourriture là où on vit. Donc, c'est vrai qu'en France, ça a été compliqué à recevoir cette idée-là. Et je pense que ça se retrouve sur la question des jardins où vous avez tout de suite dit, là, vous êtes professionnel, là, c'est pas professionnel, etc. C'est qu'en France, il y a moins cette gêne aux États-Unis, par exemple. En France, l'activité agricole, c'est le rural. L'urbain, il n'y a pas d'activité agricole, quoi. En tout cas, dans les conceptions fortes qui marquent les politiques. Tout à fait. Voilà. Donc, il y a un certain nombre de mouvements qui bougent. Et puis, du côté des territoires, eux, ils se réengagent progressivement vis-à-vis de l'alimentation. À partir de toutes les crises sanitaires qu'il y a depuis la vache folle, etc., et même avant, qui sont venus pointer un certain nombre de défaillances du système alimentaire, la mise en place d'une politique de nutrition santé dans les années 2000, qui était la France a été le premier pays européen à mettre en place une politique à ce niveau-là, donc pour faire face aux problèmes de santé publique générés par le système alimentaire en place. Et puis on arrive aussi, rejoignent là-dessus donc toute la question du développement urbain durable avec les agendas 21, les plans climat et maintenant la dynamique quartier fertile, donc refaire de l'agriculture en ville, de la nature en ville, etc. Voilà. Et puis toute l'institutionnalisation aussi des systèmes alimentaires locaux avec le fait que maintenant dans la restauration collective locale, collective, on doit avoir un certain pourcentage de produits locaux de qualité, etc. Donc les territoires se réinvestissent par tous ces dispositifs-là. La question agricole en périphérie des villes aussi. Les terres agricoles ne sont pas que des réserves foncières pour l'urbanisation. Leur redonner une valeur, là aussi, on parle de ça. Et puis, toutes les initiatives citoyennes, c'est-à-dire qu'elles ont été aussi interpellées. Je pense que vous pouvez en témoigner aussi dans la demande qui a été faite des habitants ici par rapport au jardin partagé, parce que j'en ai compris. Mais vous avez un ensemble de mouvements, donc je vous ai mis quelques mouvements là à Grenoble, qui ont fini par réinterpeller les collectivités en se disant si on finance tellement de projets
d'associations, citoyens, etc., sur ces questions-là, c'est peut-être que c'est une question un peu publique, en tout cas collective, sur laquelle on devrait agir ou avoir une ligne directrice. Voilà, donc depuis les années 2010, on va dire, et surtout après 2014, donc, et la mise en place des projets alimentaires territoriaux, les villes se ressaisissent, les autorités locales, en tout cas, elles se ressaisissent de l'alimentation et le sujet gagne vraiment en visibilité. Donc, à travers le dispositif PAT, vous le connaissez tous, le dispositif PAT, les projets alimentaires territoriaux. Donc ça, c'est issu des dernières lois, la loi de 2014, donc au niveau de l'État, de la politique agricole, mais interministérielle, on va dire, de l'alimentation. C'est un dispositif qui permet, donc c'est ce qu'il y a en bas à gauche, c'est un dispositif qui permet à des territoires, s'ils le veulent, une mairie, une intercommunalité, un département, un PNR, de développer une politique de l'alimentation qui fasse le lien entre une diversité d'acteurs. C'est-à-dire que ça permet justement de faire du lien en interne entre les services de ces collectivités et aussi de travailler par exemple avec les distributeurs ou les transformateurs ou la recherche, etc., les entreprises, les agriculteurs, de les inclure pour formuler des objectifs communs autour en général, ça tourne autour d'une alimentation plus durable et plus accessible à tous, quoi. Voilà, donc c'est parti beaucoup de la restauration collective, de comment nous mangent nos enfants, et à partir de là, et la question de la préservation des terres agricoles. Et à partir de là, ça a maillé avec toutes les actions qui étaient développées, par exemple, dans le champ de la cohésion sociale et solidaire, enfin tout ce qui est épicerie sociale et solidaire, les jardins partagés, les paniers solidaires, etc. aussi. Voilà. Donc, en fait, les villes ont réalisé à ce moment-là, je pense, qu'elles avaient des leviers en fait, pour agir sur le système alimentaire. C'est-à-dire qu'à travers la commande publique, par exemple sur la restauration collective, à travers la gestion des zones agricoles, la gestion des zones commerciales, la gestion des questions logistiques aussi, les politiques de santé également, avec les observatoires de santé qui se mettent en place dans les territoires, et où elles se sont rendues compte qu'il y avait certains quartiers dans leur territoire sur lesquels on avait des problèmes vraiment très forts d'obésité, de diabète. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était aussi potentiellement des déserts alimentaires, c'est-à-dire des espaces où les gens n'avaient pas accès à une bonne alimentation. Donc voilà, progressivement, les territoires se saisissent de ça. Et il y a un mouvement à l'échelle internationale qui se développe. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'à cette échelle-là, et c'est là aussi on revient sur la mise en relation, c'est qu'en se mettant en relation, une mairie plus une mairie plus une mairie plus une mairie, ça finit par faire des lobbies aussi pour agir au niveau de la PAC, de la politique agricole commune, parce que si toutes ces collectivités développent des modèles, des politiques alimentaires durables qui vont dans un sens et qu'à une autre échelle, en fait, ça va dans un autre sens, il y a un moment, en fait, ça ne colle pas, quoi. Donc voilà, et c'est pour ça que j'avais cette diapo sur... je ne vais pas venir dans les détails, mais il y a un certain nombre on n'en est qu'au début, en fait. Ça fait que 5-10 ans que les autorités publiques locales se ressaisissent du sujet. Donc, il y a un certain nombre de limites qui subsistent. Et les principales, on va dire, c'est le fait, notamment, qu'on a des contradictions entre politiques menées à l'échelon local. Par exemple, une politique de développement commercial qui va laisser se développer quelque part les acteurs d'un système alimentaire défaillant en périphérie. Et puis, de l'autre côté, ils vont avoir une politique d'approvisionnement local pour la restauration collective ou le développement de marchés, etc. Donc, on voit qu'il y a des contradictions déjà aux échelons locaux et après des contradictions avec des politiques menées à d'autres échelles. Quoi. Donc, une espèce de schizophrénie aussi en termes de modèles de développement productifs alternatifs qui sont soutenus. Voilà, donc un des gros enjeux aujourd'hui, c'est de relier soutien à la structuration des filières locales, comment on restructure, comment on recrée des filières localement, parce qu'avec les politiques de développement économique, on a supprimé par exemple les abattoirs dans les territoires de proximité, et aujourd'hui, peut-être que vous pourrez en témoigner, mais en tout cas pour le système de l'abattage, il y a des territoires qui se retrouvent vraiment, où il y a des agriculteurs qui se redéveloppent, etc., et qui se retrouvent vraiment en grosse difficulté sur cette étape en fait. Ou par exemple avec des cahiers des charges où on n'abat pas les petites carcasses, etc. Certains abattoirs n'en veulent pas, donc on est obligé de faire 200 km pour y aller parce que ce n'est pas suffisamment rentable. Voilà, et puis sur la question de ce qui est mal intégré aujourd'hui, c'est beaucoup la question
des consommateurs, c'est-à-dire qu'on se préoccupe beaucoup de la structuration des filières en local. Mais qui a accès à l'alimentation? Quelle est la santé de ma population d'un point de vue alimentation? Ça reste toute l'éducation à l'alimentation, ce qu'on a pu voir là aussi avec les jardins, la reprise de compétences sur cette question-là, ça fait partie des choses à développer. Voilà, donc on voit que l'alimentation a réémergé, que ça se développe dans un paysage qui articule finalement initiatives citoyennes, dynamiques locales, cadrages nationaux, réseaux nationaux et internationaux. Et je voulais juste terminer cette présentation par quelques éléments, parce que là, je vous ai montré en fait comment c'est revenu à l'agenda, et maintenant, c'est comment on opérationnalise en fait cette mise à l'agenda et comment on entraîne un changement et une transition quelque part. Dans un contexte où on a une montée d'injonctions très forte pour une transition socio-agroécologique, etc. Donc, pour aller plus loin aujourd'hui, certains chercheurs pointent le besoin d'un urbanisme, d'un aménagement qui change radicalement en fait, de paradigme, notamment en réinscrivant l'agriculture et l'alimentation dans tous les mécanismes de production et d'organisation des espaces, c'est-à-dire en redonnant une place centrale à l'alimentation, qu'on n'a plus en fait, puisque c'est tout ce que je vous ai montré auparavant, c'était plus là. Donc on voit émerger sur donc là c'est cette citation-là en fait, elle dit en fait quand vous faites un aménagement, vous aménageur d'un territoire, etc. Donc c'est quelque chose qu'on peut mettre notamment aux étudiants, enfin, je trouve en urbanisme, en géographie, etc. De dire quand vous allez faire un projet d'aménagement, posez-vous la question, c'était une question que les gens ne se posaient pas en tout cas, de se dire finalement qu'est-ce qu'ils vont manger les gens ici en fait. Par exemple, à Venant, où est-ce qu'ils vont faire leurs courses? Je ne sais pas, est-ce que vous avez une idée de ça, de où vont vos habitants pour faire leurs courses, etc. Qu'est-ce qu'ils mangent? Est-ce qu'ils sont en bonne santé du point de vue de ce qu'ils mangent, etc. En tout cas, c'est intéressant l'interpellation qu'elle a de dire, en fait, tout part de l'assiette pour repenser nos modes de développement. Donc, sur la scène internationale, des chercheurs, des communautés de chercheurs, on voit se développer donc, ces concepts et ces termes là, que vous voyez là. Cytopia, en fait, ça vient de... en gros, ça veut dire, je ne sais plus, cytos, c'est le lieu, et je ne sais plus lequel, c'est alimentation. En gros, c'est penser l'espace à partir de l'alimentation. Donc, elle part en tout cas de ça, de se dire l'alimentation, c'est le point de départ. En fait, comme c'est vital, il faut partir de là pour repenser nos modes d'organisation. Et donc, ces concepts-là, ils traduisent finalement l'ambition de repenser la complémentarité entre la diversité des espaces habités, qu'ils soient urbains ou ruraux, et l'alimentation et l'agriculture. Et parmi eux, donc, on a le concept d'urbanisme agroécologique là, que je vous ai mis, qui est en bas à droite, qui est développé donc, par ces chercheurs-là nord-européens. Et lui, il trouve son origine, donc ça peut être intéressant par rapport à ce que tu as dit sur les jardins urbains, mais il trouve son origine dans les analyses des mouvements justement d'agriculture urbaine, donc de jardins partagés, produire en ville, de tout ce qui s'est passé par exemple à Détroit, qui est une ville qui en fait est en décrépitude totale et dans laquelle l'agriculture meurt, et dans laquelle l'agriculture a repris sa place, ses droits, tout simplement parce que les gens crevaient la dalle, en partie. Et ces analyses-là, ces chercheurs, en fait, ce qu'ils ont mis à jour, ils ont mis à jour le fait qu'en fait, l'aménagement, l'urbanisme était manquant, en fait, défaillant vis-à-vis de la capacité qu'en gros, il devrait permettre aux habitants de se saisir de leur alimentation, de reprendre du pouvoir, en fait, sur cette question-là. Donc en fait, ils ont mis à jour, en analysant tous ces mouvements d'agriculture urbaine, ils ont mis à jour un ensemble de dépendances des habitants à des acteurs qui nous nourrissent, mais pas de manière durable, d'inégalité d'accès à la terre, par exemple. Là, on a cité, dans ce que tu as dit, on a vu plusieurs fois que l'accès à la terre, il est conditionné par des propriétaires en fait, qui ont cette terre-là. Et le système urbain et alimentaire en place pose question du point de vue des inégalités d'accès à la terre, inégalité d'accès à l'eau aussi, la question de l'eau, et puis même des questions d'accessibilité culturelle aux pratiques de jardinage, de dire c'est des publics éduqués, etc., qui vont avoir la capacité à revenir vers ces pratiques-là. Et qu'est-ce qu'on fait des autres, quoi. Donc les chercheurs, ils sont partis de ces défaillances et ils ont trouvé dans l'agroécologie un levier pour aller plus loin en fait sur le réinvestissement de la question alimentaire. Ouais. Et
Donc, l'agroécologie, c'est clair pour tout le monde ou pas de ce que c'est? Donc, en gros, c'est de penser des agrosystèmes qui soient productifs tout en conservant les ressources naturelles et qui soient aussi socialement justes et économiquement viables. Donc, c'est vraiment articuler l'environnement, le social et l'économique de manière équilibrée. Et donc, ce qui est commun, on va dire, à ces différents concepts, c'est la dernière diapo, après il n'y a plus rien. J'étais prête. En fait, ce qui est intéressant dans ces différents concepts, au-delà des différentes approches qu'ils peuvent avoir, c'est la façon en fait dont ils font le lien, et je pense que c'est un peu l'élément que j'aimerais que vous reteniez, c'est la façon dont ils font le lien en fait entre les multiples crises de l'urbain et les crises de l'alimentation. Sur la question de l'utilisation des ressources, des inégalités grandissantes, d'accès à l'alimentation, mais aussi d'accès à la ville, la pollution environnementale, et puis le fait de comment on va nourrir les 2/3 de l'humanité qui vivra en ville en 2050. Donc, d'une part, c'est intéressant à ce niveau-là, la façon dont ils font le lien entre ces crises-là, et la façon aussi dont ils repositionnent finalement les valeurs qui doivent guider la fabrique territoriale. Ils invitent vraiment à faire atterrir quelque part nos façons d'habiter et surtout de se développer dans les territoires. Et ils visent vraiment à introduire de nouvelles références d'action, c'est-à-dire que dans Où atterrir, là, de Bruno Latour, quelque part, ce qu'il met en avant, c'est le fait que on est embarqué, c'est un peu l'image d'on est embarqué dans un avion, mais on sait pas, on a perdu le pilote en fait, on ne sait pas trop vers quoi on va, ni pourquoi, etc. Et l'alimentation, ça peut être en tout cas un moyen de réancrer nos façons d'habiter, etc. Et surtout, voilà, ce à quoi ça invite, c'est vraiment ramener l'enjeu de la santé et du prendre soin, donc du care, prendre soin de la santé des hommes, des sols, de l'air, de la biodiversité. Donc la question alimentaire, à partir de là, elle réinterroge vraiment fondamentalement, profondément ces valeurs un peu qui guident la fabrique urbaine et territoriale. Voilà, en se disant que l'enjeu, c'est vraiment de prendre soin de la fertilité des sols, des non-humains, donc dans une vision peut-être moins anthropocentrée justement de l'aménagement, de se dire l'aménagement, c'est pas que pour l'homme, c'est aussi pour tout ce qui est non-humain. Et puis bien entendu des humains et de leur santé, quoi. Voilà, donc j'aimerais bien que vous reteniez ça sur cette question des valeurs. Je peux arrêter le diaporama? Oui, c'est bon. Merci beaucoup, Caroline. Je sais qu'elle sait. En tout cas, c'est un sujet qui a été mis sur la table dans le cadre du plan local d'urbanisme intercommunal, ici, je tiens à le dire, parce qu'on a eu beaucoup de débats, y compris à Meudon, avec la protection et un PLUI qui a été, suite au schéma de cohérence territoriale aussi, très réducteur sur les espaces à construire. Donc ici, ça fait souvent débat, puisqu'on est proche on va dire proche du centre, et la protection des terres mécanisables aussi, on en parlait, a été vraiment un enjeu en disant, mais si on ne laisse pas d'espace mécanisable, si on ne peut plus faire du foin, on ne peut pas avoir les bêtes, on ne peut pas avoir ci. Moi, c'est une question que je leur poserai parce qu'on en a parlé. Aujourd'hui, élever des moutons, Rémi, comme ça, est-ce que ce problème-là d'abattoir, parce qu'on en a parlé à la métropole, moi j'en ai entendu parler, est-ce que c'est des choses… Comment on vit ça aujourd'hui, au XXIe siècle, quand on est jeune, on essaie de s'installer, quoi? Et ça, c'est un gros sujet, parce que déjà, ces dernières années, ça a une grosse place dans la société. Moi, c'est vraiment quand on en parle avec les gens qui sont autour de moi et tout, ou les gens qui me posent des questions, on sent que c'est vraiment un sujet sensible. Et on peut ressentir aussi une certaine… Moi, je ressens des fois j'ai l'impression d'être un monstre, parce que je vais faire abattre des animaux. Mais parce qu'il y a beaucoup de méconnaissances, ça s'est beaucoup perdu, ça reprend. On y a effacé, mais en fait, c'est la base. Et alors, après, pour le fonctionnement plus technique, nous, on a la chance d'avoir un abattage à Saint-Égrève, donc c'est pas si loin. Mais par contre, voilà, on est sur une énorme structure, quoi. Ça fait vraiment quelque chose d'emmener sa petite remorque de ces 10 années qui passer 6 mois tranquille à Meudon dans un énorme machin comme ça. Ouais, c'est pas rien. Et d'un autre côté, fonctionnellement parlant, c'est très facile, quoi. C'est un super outil à disposition des éleveurs. Voilà, moi, j'ai la chance de ne pas être trop loin.
Après, c'est sûr que si j'avais des solutions plus entre guillemets, éthiques et qui correspondaient plus à ma façon de faire, je serais ravi. Mais voilà, aujourd'hui, on veut vraiment plus faire n'importe quoi avec ça. Et Là-dessus, on vient de déposer, nous, à l'ISARA, un projet de recherche sur les abattoirs paysans, donc qui visent justement notamment des abattoirs paysans mobiles, qui visent à réirriguer les territoires, et notamment les petites productions, hein, de ce que tu dis, des agneaux, etc. Et à aussi faire en sorte enfin, pas faire en sorte, mais en tout cas, ça participe aussi d'une reprise de pouvoir. Hein. C'est quand même beaucoup cette question-là de reprise en main de l'outil, en fait, par les éleveurs. Donc, c'est un projet de recherche qui vise à explorer de manière un peu large, finalement, est-ce que ça apporte vraiment un plus, ces abattoirs paysans, et par rapport au bien-être animal, et par rapport à la qualité de la viande, par rapport à ce que tu décris, par rapport à la qualité de la viande, ou même l'impact sur les filières. C'est-à-dire, est-ce que ça entraîne, le fait d'avoir ces outils-là dans le territoire, est-ce que ça entraîne certains éleveurs à aller vers d'autres pratiques, etc. Mais c'est pour dire que c'est quelque chose de complètement nouveau, en fait, vraiment complètement nouveau. Et avant d'arriver, on discutait avec Nicole Brun justement du fait de produire ici et de vendre sur Grenoble. Donc, on a une proximité. Je me posais la question Voilà, on a peut-être dire où c'est que vous vendez et est-ce que ça se vend bien, comment ça marche? Moi, je vends sur le presque dernier marché de producteurs de la région, Place Saint-André. Et il y a les stacades, mais il y a deux marchés, il y a le producteur et les revendeurs. Mais Place Saint-André, c'est un des premiers marchés où mes grands-parents vendaient déjà, descendaient à vélo avec le bœuf ou le cheval. Et ensuite, il faudrait qu'il y ait plusieurs, enfin, comment dire, si on était plusieurs à se regrouper, parce qu'il manque de la marchandise, en fait, sur un marché producteur. Oui. Alors, varié, hein, parce que nous, on est un marché désert, donc il y a beaucoup de légumes, mais il peut y avoir fromage. Et je me demandais, du coup, est-ce que pendant le confinement, où est-ce que vous avez vendu, en fait? Eh bien, je n'ai pas vendu. Et pas ici? Ben, déjà, moi, la saison printanière, j'ai rien. Et j'ai fait 2 mois sans marché. Ok. Mais vous n'avez pas eu, par exemple, les habitants qui ont peut-être, en se promenant dans un espace de proximité, qui ont réalisé qu'il y avait une maraîchère ici Mais je suis installée depuis 2004. Ouais. Et c'est la 2e année qu'on s'intéresse à moi, en fait. Ah ben voilà. On va vous aider. J'avais mon marché, ma place de marché, ça fait bientôt 40 ans que je vais au marché. J'ai jamais dit, en fait, je ne me suis jamais imposée pour vendre ma marchandise. Et sur le Haut-de-Venant, on voyait pas beaucoup de gens, je crois, qui s'intéressaient à l'agriculture. Et c'est depuis le Covid et un petit peu avant. Les gens, et on en parlait au moment du Covid, où nous, avec le marché, on s'est mis à faire de la livraison de cagettes. On a mis ça en place, mais incroyable. On a fait un nombre. Et je pense qu'il y a aujourd'hui une vraie prise de conscience et le fait de consommer local, etc. Je veux dire, on préfère tout ça. Et surtout qu'au niveau même du coût, parce qu'aujourd'hui, quand on va faire les courses, acheter des légumes en bas ou ailleurs, je veux dire, on les trouve pas bon marché, hein, et en plus, on les trouve pas en qualité. Et on se doit se déplacer. On doit se déplacer, et il y a vraiment la qualité du produit, et puis aussi, il y a le geste militant, mais peut-être Christophe dire en tant que consommateur, je te prends pas producteur du jardin ici, en tant que consommateur, c'est quoi qui fait ton clic en disant je vais acheter à cet endroit ou pas à cet endroit? Voilà, pour les légumes ou pour les fruits. Tu pièges un peu. Oui, je piège, mais non, mais c'est une bonne question. C'est en disant, c'est bien. Si on parle en l'air en disant oui, il n'y a qu'à faire ci, il n'y a qu'à faire ça, mais qu'en tant que consommateur, je ne vais jamais acheter, on peut pas développer les choses. Alors, ce qui fait une réelle différence,
c'est de consommer ce qu'on a produit. Ce que vous disiez Voilà. tout à l'heure. Ça, quand on arrive à faire un repas entièrement local, une partie du jardin partagé, ça c'est Voilà. un bonheur incroyable. Après, les circuits, on a profité effectivement du circuit court sur Venon. Et on a aussi au niveau de l'université des cagets, un système de cagets aussi où on peut s'abonner. Donc c'est vrai qu'on participe à ça. Après, il y a une part aussi de marché, supermarché. Ici, on a on a le marché de Venon, mais c'est une fois par mois seulement. C'est une fois par J'habite à mois, Orly. le samedi. C'est le dimanche, Dimanche. le dernier dimanche du mois, une fois par mois, ici. Hein. Mais ça reste un. Alors, on a sur les derniers marchés, moi je tiens à dire que c'est quoi, 10h30, 11h, on avait quasiment tout vendu. C'est-à-dire que les gens venaient, on n'avait plus rien à vendre. Donc, ça rejoint un peu. Voilà. Les gens disent, il y a ne tourne pas. Oui, bah, ça, c'est une des limites. Hein, c'est l'offre suffisante en fait en masse. C'est une des limites aussi. En fait, sur une commune, ça serait bien qu'il y ait quelqu'un qui fait de la viande, quelqu'un qui fait de la volaille et œufs, et puis quelqu'un qui fait de... Oui, sur de la complémentarité alimentaire. Oui, ça peut être à l'échelle de Beldon en fait. Oui, Et parce que la commune, c'est petit. complémentarité-là, on revient Ouais, à ça. Beldon. Après, le gros problème de Beldon, c'est l'espacement. Oui. En fait, la Pointe d'Oiseau n'est pas loin, mais le temps de rejoindre l'autre. On se posait la question au marché, on a une productrice qui n'est pas loin, hein, Mylène, elle est à côté. Elle fait de la viande en qualité. On pourrait tripler les ventes, au moins. C'est-à-dire, moi, quand je vais au marché, je sais qu'il est à 9h parce que si je veux avoir telle pièce, il faut que je les prenne au départ parce que sinon, elles n'y sont plus. Et ça pose quand même un souci parce que le métier n'est pas forcément facile. La transmission, elle ne se fait pas toujours parce que les enfants, ils vont faire autre chose. Comment vous voyez ça? Peut-être que maintenant ça revient, mais de ma génération, mes copines et mes copains sont tous partis travailler en ville, hein, soit faire facteur ou des métiers comme ça, mais vraiment ils ne voulaient plus toucher à la terre. Donc, il y a eu 2 générations qui sont descendues en ville et maintenant la nouvelle génération qui remonte. Donc ils reviennent mais ils n'ont plus les terres. Elles se sont vendues ou cédées. Oui, ils ne sont pas du milieu agricole. En fait. Et le Maintenant logement ils sont aussi. plus au milieu de Et le l'agricole. logement. Oui, Le logement, pour installer un agriculteur à Venon, c'est très difficile. Oui. Vous recevez beaucoup de demandes d'installation ou... Il y a Rémi. Alors, Mais mais il est 100% déjà. des demandes en fait, sont Alors, répondues. très honnêtement, on reçoit des demandes d'installation. J'en ai reçu une la semaine dernière. Hein, donc, d'installation pour justement des plantes aromatiques. Qui est transmis d'ailleurs voilà, on a des demandes qui sont comme ceci, mais souvent ce sont des gens qui arrivent sans rien. Hein. Ils arrivent avec le projet, en disant qu'est-ce que vous mettez à notre disposition. Ce qui est pas évident parce que la commune n'a pas de réserve foncière suffisante pour installer un agriculteur, et on a pas mal aussi d'habitants, sur ma voisine ou autres, qui ont du terrain et qui n'utilisent pas et qui pourraient être utilisés pour pâturer ou pour produire. Voilà. Et donc, ce lien, il n'est pas facile à faire entre l'utilisation du terrain pour produire et puis, on va dire, la démystification aussi de ce qui peut être un faux attrait ou un attrait très, on va dire, du domaine du rêve, hein, idéalisé, en disant « Ah, voilà, je me lève et je vais faire ça », alors qu'ils n'ont jamais planté un clou, quoi. Et derrière, la démobilisation, elle est forte. Et puis même ceux qui disent « Ah, mais en tant qu'agriculteur, on a des avantages pour avoir du foncier, je vais pouvoir faire ma maison à l'œil. » Voilà. Donc, c'est vraiment difficile. Et au moins, on a un exemple de transition qui s'est bien placé avec Christophe Franchini là, sur le lait et Gérard Boniface, où lui est venu comme, on va dire,
travailleur sur la ferme. Hein. Il est venu là donner un et voilà, et vraiment, il avait une appétence et un goût pour le travail qui était, en fait, le travail de la ferme extraordinaire. Et cette transition, elle s'est faite et c'est aujourd'hui Il a lui repris qui l'activité. il a repris l'activité. Et sur le foncier, nous, la mairie, on a pu jouer aussi un rôle assez important pour faciliter l'installation avec on va dire, les ouvertures que laisse la possibilité sur un terrain de construire pour l'activité agricole. Voilà. Et donc, juste sur l'histoire de vos deux, parce que donc, vous disiez que c'était vos parents qui étaient là en agriculture, enfin votre mère, c'est ça? Et donc, et vos parents, vous, ils étaient aussi. Moi, en fait, ce qui fait que je peux le faire, c'est que j'ai un peu la responsabilité, ou je sais pas, mais en fait, j'ai le jeu de cartes dans la main. Moi, mes deux côtés de la famille, surtout du côté de ma mère, il y avait la petite ferme comme Nicole. Mais une ferme de quoi, du coup Comme ils faisaient tous, un Comme peu de maraîchage, polyculture élevage, pour ouais. faire le lait, voilà. Et à Venant, c'était les prunes et les Ouais, fraises dans les années 50. Et ils descendaient aussi au marché en bas. Mais ça fait que du coup, on a des terres, quoi. Et du coup, sur celles qui restent, sont là. Et il y avait aussi un peu aussi de matériel qui facilite les choses. Mais pour un nouvel arrivant qui voudrait s'installer à Venon, entre la pression foncière, c'est aussi quoi. C'est vrai qu'on a perdu un peu le lien de la production des fruits parce que chez moi, enfin moi, les premières années où j'étais là, ça remonte déjà un peu, j'en avais assez de fruits pour faire même de l'adiole. C'est-à-dire tellement on en avait, quoi. Et après avoir fait les confitures, etc., etc. Il y avait beaucoup de pruniers, même anciens, puisqu'ils produisaient pas mal. Après, voilà, Les cerises aussi. Réaliste aussi, aujourd'hui, les pruniers, enfin nous, il reste les arbres fruitiers. Mais le boulot que c'est que pour moi, que ça va être d'aller ramasser des pommes et vendre 2 cagettes comme ça. Oui, ça vaut pas le coup. Les pommes de nos petits pommiers, ça se vend comme des petits. Ouais, alors c'était le mauvais exemple parce que pour le coup, je les transforme en jus et ça se vend bien. Mais voilà, il faudrait vraiment, bien sûr, hein, en s'y mettant vraiment et tout. Parce que les gens recherchent tous ces petits fruits. Bah ouais, c'est clair, c'est clair. Après, c'est des travaux pas évidents du tout. Et on n'a pas vous avez parlé tout à l'heure du volet social qui m'intéresse aussi beaucoup. Et moi, mon expérience aussi du travail avec les jeunes, c'est qu'il n'y a rien de pire qu'un ado, un jeune qui n'a rien à faire. C'est-à-dire que souvent on essaye de dire non, il ne faut pas trop les bouger, etc. Alors que on va dire, c'est vraiment le contraire. Hein, c'est du défi qu'il leur faut. Et moi, je suis impressionné de voir. Là, en ce moment, on a un stagiaire, un jeune qui travaille avec nous. Il n'a pas 18 ans, hein, mais voilà, 17 ans. Quand on voit sa capacité on va dire, d'investissement sur les choses de la terre et pratique, c'est extraordinaire. Hein. Et on a des jeunes qui n'ont pas d'autres problèmes. C'est-à-dire, je pense c'est Voltaire qui disait le travail éloigne de l'homme 3 grands mots, le besoin, le vice et l'ennui. Il me reste encore quelques vieux. Mais même sur cette partie-là, moi je trouve que dans le travail de la terre et le travail comme ceci, il y a vraiment un côté collectif qui est vraiment dynamique et qui permet vraiment de donner on va dire, un horizon qui est un peu plus loin que celui de rester assis sur un banc. Ouais, c'est vrai que c'était souligné dans ce que tu as mis sur les jardins et le fait que ça rendait heureux de participer à ça, etc. Moi, l'alimentation, c'est aussi un sujet qui, dans les entretiens que je peux faire, etc., qui suscite de l'enthousiasme, en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment pas rébarbatif, par exemple, comme travailler sur la question des déplacements urbains. Où il y a vraiment une espèce de truc, en fait, l'alimentation, c'est tellement un truc qui passe par l'estomac, mais qui passe aussi par l'esprit, etc., que c'est des leviers, en fait, je pense aussi, pour mettre en action les gens, en fait, vers autre chose. Parce qu'il y a vraiment, oui, c'est ce côté-là où ça rend heureux. C'est positif, en fait, l'alimentation, la terre, ça donne du sens, en fait, c'est ça. Je sais pas, moi, ça me nourrit, ça.
Et c'est peut-être ça qui a été perdu en fait derrière, c'est qu'il n'y a pas le sens en fait, et que enfin, ce que vous décrivez ici, c'est peut-être aussi ça, c'est de retrouver du sens. C'est pour ça que dans les écoles, je pense qu'il devrait y avoir des tout petits, des maternelles, de partout un petit jardinier où tout le monde va tracer sa terre et faire n'importe quoi, leur faire voir un plant de tomates. Les enfants aiment beaucoup la tomate cerise. Alors, c'est l'objectif du jardin. Voilà. De voir, et ils vont cueillir leurs tomates, une salade, radis, tous ces légumes que les enfants aiment beaucoup. C'est pour ça que la commune soutient, on va dire, beaucoup cette initiative proche de l'école. C'est pas pour rien, parce que je trouve qu'elle transmet de façon extraordinaire. Et je pense qu'on a aussi des gens très différents, parfois qu'on n'entend pas beaucoup parler, etc., mais qui ont une sagesse et une connaissance sur le jardin, sur la terre, qui apportent chez les jeunes et chez les enfants un émerveillement certain. Hein, et le fait de comprendre que voilà, il y a aussi des choses qui sont moins visibles, moins sur l'instantanéité des choses. Hein, et je sais qu'il y a eu un mouvement qui était un peu le slow food, un petit peu opposé au fast food. Aujourd'hui, on a une société qui est rythmée par TikTok, hein, 15 secondes de machin, cela, tac, 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 et à un moment, non, tu plantes la graine, hein, le gamin, il regarde, mais elle n'est pas encore sortie. Voilà. Et ce questionnement du temps, de la patience est pour moi fondamental. Voilà. C'est vrai qu'il y a un rapport à l'espace et au temps qui se dégage autrement que les modes de vie effrénés dans lesquels on est cessé sur les rythmes. C'est ça. Ouais. Ouais. Oui, parce que des fois, les clients me disent les pommes de terre, elles ne sont pas là. Je leur dis il a gelé. Donc, on a perdu 10 jours. La semaine d'après, ils reviennent et alors elles ne sont encore pas là. Il faudrait semer et manger tout de suite. Oui, c'est ça. Ouais. Mais c'est ce que nous a fait. C'est tout. Quand je parlais de déconnexion des relations, ça se retrouve aussi dans la temporalité. On a perdu le lien autant à l'espace, de d'où ça vient, et que la temporalité, de combien de temps ça met à venir dans notre assiette. Il suffit tellement juste de tendre la main dans le rayon, de prendre et de mettre dans l'assiette, qu'en fait, c'est là qu'elle est le... À partir des années 60, les jardins même des maisons en ville sont devenus des jardins d'ornementation et pas des potagers. Voilà. C'est-à-dire que le potager a été abandonné, le potager individuel. Voilà. Et ça, on le retrouve dans tous les espaces périurbains. Ah oui, ça c'est clair. Enfin, on n'a pas... C'était la pelouse. Oui, c'est ça. Même pas une tomate. Hein. Il y a encore 10 canaux. Oui. Maintenant, c'est tout à fait différent. Bon, on va conclure ce... Il y a quand même une grande partie qui arrive ici. C'est dont on discutait. Goudron. Mais on voit quand même beaucoup plus de potagers. Oui, beaucoup plus. Et le plan local d'urbanisme intercommunal là, a fait réfléchir sur une dimension qui est incroyable. C'est-à-dire on peut densifier les constructions, mais on doit limiter l'imperméabilisation des sols. Et c'est quelque chose que les gens n'arrivent pas à comprendre. Et là, en mairie, on en voit, je passe mon temps sur les gens qui disent mais pourquoi je ne peux pas Non, en fait, on peut densifier, mais le sol, il faut le laisser perméable, il faut l'utiliser tel qu'il est pour réduire la chaleur, les égouts de chaleur, pour l'eau aussi, l'eau pluviale, parce que nous on connaît bien ici sur Benon les problèmes qu'on a sur l'eau pluviale qui sont catastrophiques, hein, c'est-à-dire une terre non perméable, ça nous fait d'énormes problèmes. Voilà. Et qu'on voit vraiment en concret. Et aujourd'hui, l'explication on va dire, de la gestion des terres et d'urbanisation, au final, qui a été impactée très fortement par la gestion du risque hein, depuis quelques années. Aujourd'hui, il y a la dimension aussi de production, produire, garder les tables, le foncier, voilà, le foncier qui peut être cultivable, etc. agricole. C'est assez emblématique en fait, hein, quand je parlais du fait qu'on a perdu la valeur de la terre, etc. C'est que effectivement dans les procédures d'urbanisation, même encore là, c'est pas encore pris en compte, mais on prend jamais en compte
la qualité du sol. En fait, il n'y a jamais la qualité du sol. Moi, je vois, par exemple, autour d'Avignon, ils sont en train de faire un gros projet de contournement d'Avignon par l'autoroute, qui ensuite file sur Montpellier, etc. Et le projet, il passe dans les terres limoneuses de la Durance, au milieu des meilleures terres fertiles de la Durance, quoi. Et le problème, c'est que c'est tout en déprise agricole, en fait, à cet endroit-là. Donc, c'est vu comme une réserve foncière, quoi. Mais ça pose question, en fait, de se dire, effectivement, s'il n'y a pas de retour en arrière, en fait, une fois que ces sols, ils sont imperméabilisés et c'est des bonnes terres. Et la qualité du sol, en fait, en urbanisme, un sol est un sol, mais il n'y a pas... la qualité de ce sol-là ne faisait pas partie, en tout cas, des choses qui étaient prises en compte dans les procédures d'aménagement. Je pense que ça va évoluer là-dessus. Mais... Oui, j'espère. Bon. Madame Loargan. Oui, on va conclure. Oui, non, mais merci beaucoup parce que c'est toujours passionnant. Alors, on était un peu sur un double café parce qu'on avait l'angle, évidemment, égalité, puis l'angle mais c'était passionnant et c'était bien l'intérêt de voir aussi que quand on aborde les questions agricoles et les questions territoriales et alimentaires, on croise des questions écologiques, des questions économiques, des questions sociales et culturelles aussi. On n'a pas parlé aussi de tout ce rapport culturel à la terre aussi, avec voilà. On a un petit peu évoqué sur les aspects individuels, mais on pourrait parler longtemps au niveau européen. Donc du coup, je remercie les témoignages de ce soir et en particulier également votre témoignage en tant qu'agricultrice auquel je suis sensible. Alors, je ne sais pas si vous êtes proche des réseaux des CIVAM, mais en tout cas, le réseau des CIVAM avec les réseaux Ferme en Ferme et autres dans la région Auvergne-Rhône-Alpes sont très actifs. Et cette année, on est sur des tables rondes parce qu'il y a eu le rapport national sur l'égalité femmes-hommes dans l'agriculture et il y a le rapport sur les femmes en ruralité qui sortira au mois d'octobre. Et du coup, je voulais conclure quand même sur cette dernière bande dessinée qui est sortie, qui s'appelle « Il est où le patron ?» Et donc, c'est l'histoire d'une chronique d'une agricultrice qui s'installe en activité et qui est confrontée à tous les stéréotypes de genre possibles et inimaginables sur « Il est où votre conjoint ? Il est où le patron ? Qui est-ce qui va s'occuper des bêtes ? Est-ce que vous allez pouvoir conduire le tracteur, etc. » Donc, je pense que ça va beaucoup vous parler. Donc, si j'ai l'occasion, je vous le ferai passer par les connaissances de Venon. Voilà. Et donc, je voulais vous inviter, comme on est aussi, remercier Caroline aussi de tout son apport sur les liens entre territoire, agriculture, alimentaire et la place aussi de la fonction publique et du régulateur de la fonction publique. On n'en a pas parlé, mais sur d'autres pays sur lesquels je peux travailler au Québec ou dans les Suds, où l'intervention publique n'est pas en place sur les politiques agricoles, alimentaires ou d'urbanisation. Et on a aussi cette question de l'alimentaire qui prend d'autres configuration, soit très libérale, soit avec pas grand-chose. Et du coup, on s'aperçoit aussi de tout l'intérêt d'avoir cette conduite aussi de l'autorité publique sur la régulation de l'alimentaire. Voilà, donc je vais vous inviter pour cette fin de session sur les e-cafés. L'année prochaine, du coup, on aura une année de café d'égalité sur des portraits de femmes à nouveau, avec l'exposition Science XXL qui commencera en octobre. Et également, pendant tout le mois de l'égalité, on aura différents thèmes sur la culture. On accueillera des femmes tibétaines et les femmes des montagnes et des ruralités seront à l'honneur dans les expositions et dans des portraits de femmes. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et merci à toutes et tous. Merci. Non, on a dit que tu étais à la radio. Je suis journaliste. Je suis journaliste. Voilà. Merci.